Tarek El-Mari, bonjour. Tu nous accueilles aujourd'hui dans ta salle de marché Crescendo Trading située dans la Grande Arche de la Défense. Tu es trader indépendant après avoir travaillé en milieu institutionnel et après avoir pratiqué l'athlétisme de haut niveau. Ouais. Tu es également devenu formateur pour traders indépendants, en particulier sur les techniques de trading au carnet d'ordre. Nous allons tenter modestement de t'interviewer aujourd'hui à la manière de Jacques Schwager dans son livre. La référence, c'est ce livre-là, enfin ces livres, c'était les premiers livres que j'ai lus, donc c'est vraiment une bonne référence. Et ben, on va essayer modestement de reproduire ce qu'il a fait en francophonie. Ouais. Peux-tu te présenter succinctement et nous expliquer ton cheminement pour devenir trader ? Donc, comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait du sport de haut niveau, donc de l'athlétisme, pendant plus d'une dizaine d'années. Et quand j'ai décidé d'arrêter, alors j'ai été champion de l'Ain, champion du Lyonnais, je faisais partie des 5 meilleurs coureurs de fond, de demi-fond en France. Je me suis dit, il me faut une activité qui me permette de me retrouver en fait dans les mêmes dispositions ou la même envie que quand je faisais du sport. Et donc j'ai regardé un petit peu tous les jobs qui ressemblaient à ce que je faisais quand je faisais de l'athlétisme. Et c'est tombé sur les activités d'investissement et trading. Et donc j'ai arrêté mon cursus scolaire pour faire du trading. Donc après avoir fait le master finance trading et négociation internationale de l'ESSELSCA, j'ai été recruté à Londres dans une propre firme. Alors les propres firmes qui actuellement propre firme, c'est les propres firmes en ligne. Là c'est une salle de marché. Donc c'est Revco, là actuellement c'est Marex, donc c'est 450 traders qui traitent sur le carnet d'ordre sur les futurs, les contrats à terme, CMI, CBOT, Eurex, donc sur le marché actions, les indices actions, marché obligataire. Et après je suis passé par d'autres fonds d'investissement, d'autres propres firmes en Espagne, donc j'ai travaillé en Angleterre, en Espagne, en France, pour un fonds d'investissement Millennium Management de New York. J'ai fait une petite parenthèse dans tout ce qui était support, valorisation et suivi des opérations pour un asset manager en Belgique. Et j'ai bossé pour un family office à Monaco. Donc je suis parcours classique, donc une formation, un bac plus 5 en finance trading, et puis après j'ai intégré des salles de marché où là j'ai été formé sur des stratégies de trading, puis après le cursus classique des traders où on négocie les bonus et donc après on va au plus offrant. Donc ça pendant plus d'une dizaine d'années. D'accord. Donc c'était une expérience qui était assez riche. Alors, aussi à Amsterdam, je suis pour au market maker, donc Van der Molen, où là j'ai appris à faire des stratégies de spread, donc sur le marché obligataire, donc, la dette à 2 ans, 5 ans, 10 ans, boom, bubble chats, où pendant 3 ans je faisais du market making sur les contrats futurs sur Eurex. D'accord. Donc une carrière riche en expérience, comme tu nous l'as décrit, une carrière internationale. Ouais. Quels sont pour toi les moments clés de ta carrière de trader ? Alors les moments clés, c'est les rencontres avec des mentors ou des traders, que ce soit à Revco, où j'ai eu l'occasion de croiser des traders qui ont marqué l'industrie, avec qui je m'entendais bien et avec qui j'ai pu apprendre énormément. Ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est les managers que j'ai pu avoir. Donc, ce qui est bien dans l'industrie du trading, c'est que quand on quitte une boîte, on n'est jamais en froid. Ils acceptent la concurrence, ils acceptent qu'on parte pour des bonus plus importants quand ils peuvent pas s'aligner. Et donc, ça tourne dans les salles de marché. On peut revenir quelques années plus tard. Donc, les moments clés, ça a été chaque départ dans une nouvelle structure où j'ai appris d'autres stratégies, d'autres façons de voir le marché, et j'ai rencontré d'autres traders et j'ai pu échanger. Donc ça a été des expériences à chaque fois enrichissantes qui m'ont permis de rencontrer beaucoup de personnes intéressantes et d'apprendre de ces personnes-là. Donc cette partie-là de ma carrière, j'ai appris énormément des personnes que j'ai pu côtoyer.
Et je dirais que la seconde partie de 23 à 33, j'ai beaucoup appris des autres. De 33 à 44, qui est mon âge actuellement, c'est l'inverse. Je redonne une partie de ce que j'ai pu apprendre et de ce que j'ai pu acquérir pendant toutes ces années-là. Et c'était des rencontres avec des traders qui sont pour la plupart devenus mes amis. Alors il y a des anecdotes où en salle de marché, j'ai déjà eu des traders sur une mauvaise journée qui m'ont payé ma journée sur leur profit. C'est-à-dire qu'en salle de marché, vous faites une très mauvaise journée, un trader fait une très très bonne journée. Ouais, je vois Ça, quand tu me demandes, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, première fois où sur une journée, il y a un trader qui vient, qui me dit bah, t'es débutant, t'as eu une mauvaise journée. On sait tous que quand on a une mauvaise journée, on est lessivé. Et quand on tape dans le dos, on dit bon, Tarek, c'est pas grave, t'avais jamais vu ce mouvement de marché. Je vais appeler le risk manager et je te prends ta perte. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on a cette image donc, qui est véhiculée un peu par les médias du monde de la finance qui a un monde froid. Et là, tu as plutôt l'air de préciser que c'est aussi dicté par pas mal de relationnels. Il y a un côté humain qui est prépondérant au cœur des entreprises. Ouais. Alors, c'est froid dans le sens où sur 450 traders, j'ai gardé des contacts et j'ai noué des contacts avec 4-5 traders. Donc oui, si on regarde, les relations elles sont froides avec la grande majorité des opérateurs parce que quand on arrive en salle de marché, on est concentré sur son travail, on n'a pas le temps de copiner. Après, dès qu'on arrive à tisser un lien avec une personne, généralement on garde ce contact-là sur des années parce qu'on partage les mêmes pas mal de choses et du coup c'est quelque chose qui est sur la durée. Mais un trader, quand il rentre en salle de marché, son objectif c'est pas de sympathiser avec tout le monde. Donc, c'est cette image-là, le côté froid où l'objectif c'est de faire le maximum de profit, donc de se focaliser sur ça. Mais ça n'empêche pas de rencontrer des personnes. D'accord. La transition sur les profits, elle est parfaitement trouvée. Quelle période a été la plus fructueuse pour toi sur les marchés et pourquoi quel contexte de marché? Alors, il y a eu des périodes qui ont été beaucoup plus simples parce que le marché était plus simple. Donc, il y a eu des périodes. Alors, c'est paradoxal, mais les périodes les plus simples, c'était les périodes où j'ai démarré. Quand je démarre le trading dans les années 98, c'était facile, la bulle internet, c'était un peu comme le Covid où tout le monde achetait et c'était facile. La seule problématique, c'est qu'on ne les fait pas avec les mêmes montants. Donc si c'est en termes de trading, il y a eu des périodes beaucoup plus simples, comme les années 2000, comme les années, même la période du Covid de 2020. Les marchés où il n'y a pas de problématique d'inflation, pas de problématique de hausse de taux, on a une croissance forte avec une inflation faible, là les marchés font que monter, donc là c'est relativement simple. Après, en termes de trading, il y a eu toute la partie où j'étais market maker, où là c'était assez simple, parce qu'on était le plus gros acteur européen, et donc quand on est plus gros sur un marché, généralement on contrôle un petit peu le marché. Donc dans chaque société, j'ai eu des postes sur des stratégies. Alors c'est toujours sur des futurs, sur du carnet d'ordre, mais on l'utilisait sur des stratégies différentes. Quand on fait du spread, donc acheteur-vendeur sur deux produits qui ont la même corrélation, on va gagner 90% du temps. Quand on est sur ce qu'on appelle le delta one du directionnel, les journées vont être un peu plus compliquées. On va avoir peut-être un ratio de 60% de journées gagnantes, 70% et 30% de journées perdantes. Donc, en fait, dans chaque société, c'était relativement différent. Il fallait s'adapter, mais c'est le rôle d'un trader de s'adapter au marché et à la stratégie d'investissement ou de trading de la société. Alors, tu as dû connaître, au début de ta carrière, le trading à la criée. Ouais, alors je suis arrivé pile poil au moment
où la criée fermait en 98. D'accord. Aujourd'hui, on est passé au numérique à 100%. Ouais. Quelles ont été les conséquences du passage au numérique sur le trading en général? Est-ce que c'est devenu plus difficile? Alors ça a ramené énormément de liquidités et de possibilités de trader en fait. Alors j'ai eu la chance de connaître beaucoup de traders qui étaient à la criée, qui sont passés à l'électronique. Et eux disaient que le marché était beaucoup plus... il y avait moins d'opportunités parce qu'il y avait moins d'opérateurs sur les marchés. Donc en réalité, plus on digitalise, plus on met de l'automatisation dans le trading, et plus il y a d'opérateurs, donc plus il y a de la liquidité, et plus il y a des possibilités de faire de l'argent. Donc au même titre qu'on est passé de la criée à l'électronique, et puis après au robot, enfin à tout ce qui est automate, et après à l'intelligence artificielle, plus il y a de possibilités de trader des marchés, et mieux c'est. Ceux qui étaient à la criée, ils se contentaient de traiter le marché parisien. C'est-à-dire qu'avant 98, un trader qui était au Palais Brognard, il traitait 4,40. Ou alors il traitait la dette française à 10 ans. Un trader qui était à la criée, il ne traitait pas le S&P 500. Il ne traitait pas le crude oil. Donc c'était des marchés de niche en réalité. Actuellement, un trader à Paris, depuis son ordinateur, il traite la bourse sur le marché américain, il traite la bourse allemande, il traite le FTSE, la bourse anglaise. Ça permet d'ouvrir les horizons et d'avoir un accès à d'autres actifs. Exactement. Les horaires de cotation s'élargissent parce que quand c'était des bourses à la criée, il fallait du personnel pour faire les cotations et autres. Là maintenant, vu que c'est automatisé, on peut faire des cotations beaucoup plus larges. Et donc tout ça, à la base, quand on est passé la criée au système automatisé, tout le monde a dit en fait il n'y aura plus personne, il n'y aura plus besoin de personnel parce que tout est automatisé. Alors que c'est l'inverse, il y a 100 fois, 1000 fois plus de personnel maintenant qu'il y avait à la criée. Donc il ne faut pas voir le verre à moitié vide en disant avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a de l'avenir dans la finance et le trading? C'est à chaque révolution technologique, il y a eu besoin de plus de personnel et il y a plus d'opportunités de trading. D'accord, ok. Donc pas d'inquiétude pour les emplois, il y aura toujours l'humain restera toujours au cœur du processus. Ah oui, il restera toujours au cœur, mais il y a plus on permet de trader des produits, plus on permet d'élargir les heures de cotation, et plus on met d'opérateurs sur les marchés, et plus il y a d'opportunités. Donc je dirais qu'il y a plus d'opportunités de trading maintenant qu'en 98. Et donc, comme il y a plus d'opportunités, il y a plus de gains à faire, il y a plus de business à faire. Donc, et ça va se poursuivre dans les années à venir. D'accord. D'un point de vue fondamental, la période charnière, c'est 2008 en finance de marché, avec la crise des subprimes notamment. Ouais. Est-ce que tu as constaté des changements significatifs dans la finance et dans le trading? Oui, il y a eu un avant et après la crise des subprimes. On a eu le trading, c'était quand même une activité qui était logée dans les banques, on va dire très liée c'était un business de banque. Après 2008, la Volcker Rules, où ils ont séparé les activités de banque de détail et banque d'investissement, là il y a eu l'explosion des fonds d'investissement. On va dire qu'il y a eu la privatisation du business du trading en dehors d'une salle de marché de banque. En 2003, 2004, 2005, quand je décide de faire mon master, trading, c'était trader en banque. Ça n'existait pas, je vais avoir une propre firme qui va me donner du capital. Toutes ces sociétés-là, elles n'existaient pas. Donc, soit on était trader dans une banque, dans un fonds d'investissement, ou soit on avait un capital assez conséquent qui permettait d'en faire son activité. À l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. On a des sociétés qui fournissent du capital à un trader particulier. Ça n'existait pas du tout. Donc c'était un business vraiment institutionnel, alors que maintenant, ça y est, c'est la démocratisation du trading. On a par exemple, j'ai dirigé pendant un petit moment le Darwinex France et toute la partie francophone.
cette société, elle met en relation des traders et des investisseurs. Terminé, ce qui est un broker. Ouais. Et c'est une plateforme qui permet à des particuliers d'avoir accès à du capital pour trader. Il y a un des traders qui a 32 millions. Donc, D'accord. il trade depuis chez lui et on lui confie 32 millions. Ça n'existait pas ça avant. C'est-à-dire qu'on regarde ses résultats, on lui confie du capital. Ce que font aussi les propres firmes. Donc, elles donnent du capital. Le trader n'a pas de risque financier sur ce capital et il partage des profits. Il y a un partage des profits. Ça n'existait pas du tout à l'époque. Donc il y a un ratio risque-gain qui devient beaucoup plus intéressant. Oui, pour un particulier, avant, c'était je mets mon capital, je risque mon capital, et donc avec tout ce qui va avec, le stress, là, il y a la possibilité de dire je suis un bon trader, j'arrive à faire 10, 20% de performance, 30% de performance, mais j'ai un capital de 10 000 euros ou 20 000 euros. C'est dur d'aller générer de l'argent avec ce capital-là. Avec la même performance, si on donne à ce trader-là 1 million, 5 millions, 10 millions, 30 millions, là, il va gagner de l'argent. Et donc, c'est ça en fait qui a permis la démocratisation du trading, c'est toutes ces sociétés qui permettent d'avoir du capital. Parce qu'on peut être un bon trader si on est capable de générer 10, 20, 30%, 40% par an et on a un petit capital, on n'arrivera jamais à faire de l'argent. Donc c'est pour ça que avant c'était un business qui était institutionnel parce que les banques ont énormément de cash et donc elles peuvent embaucher des traders, leur donner des capitaux importants et générer de l'argent. Donc le nerf de la guerre dans le trading et dans l'investissement, c'est combien tu es capable de gérer, soit en contrat futur, soit en argent en fait. Donc c'est intéressant ce que tu dis là, c'est qu'aujourd'hui le frein, c'est plus le capital finalement, mais c'est la compétence. Il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, il y avait encore des histoires à dormir debout. Je suis bon, mais j'ai pas de capital. On m'a jamais donné ma chance en salle de marché. Là, il y a énormément de sociétés qui auditent les stratégies trading et puis qui allouent du capital. C'est plus du tout un problème. Personne peut dire je suis bon en trading, mais j'arrive pas à gagner d'argent parce que j'ai un petit capital. Il y a tellement de sociétés qui donnent du capital à gérer que c'est plus du tout un frein. Et donc c'est ce qui a permis à la démocratisation du trading et qui a fait exploser le trading chez les particuliers. Alors après, il y a même des dérives où maintenant tout le monde veut être trader. On dirait que c'est de trader, c'est limite plus facile d'être trader que boulanger en fait. Alors que ça demande quand même des compétences, des connaissances, de la rigueur. C'est vraiment un travail qui nécessite énormément d'implication. Mais comme on a la sensation que on devient trader parce qu'on s'est branché une plateforme de trading, tout le monde décrète qu'il est trader en fait. Alors, venons-en sur ce point. Donc aujourd'hui, tu es trader indépendant, tu es à la tête d'un organisme que tu as fondé, Crescendo Trading. Ouais, donc c'est une salle de marché pour traders indépendants. Donc à la base, quand j'avais monté, je revenais de Londres. Donc j'étais avec un pote avec qui je bossais à Londres. Et c'était juste un bureau. Il y avait un autre trader avec qui je tradais et deux desks en fait. Et de fil en aiguille, ça a grossi. Parce que j'avais participé à des concours de trading et pas mal de personnes m'ont demandé de leur expliquer comment, c'est quoi en fait la façon dont j'intervenais. C'est quoi les produits que je tradais, parce que c'est vrai qu'en France c'était énormément les actions, énormément les CFD. Donc moi quand j'arrive et que je trade des contrats futurs, au départ tout le monde dit mais c'est quoi ces produits-là, pourquoi ils ne sont pas mis en avant? Donc les marchés sur lesquels tu interviens, c'est le marché des contrats à terme, des contrats futurs. Ouais. Le marché actions, le marché obligataire. Voilà, les indices actions, le marché obligataire, le marché des matières premières et les devises. Et donc je fais un concours de trading que je gagne, un deuxième, un troisième, donc en Italie, en Allemagne, à Rimini, donc Francfort, Milan, Paris. Et donc à chaque fois, comme tu gagnes tous les concours la première année, tu gagnes tous les concours la deuxième année, tu gagnes tous les concours la troisième année. On se dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui est récurrent et qui est peut-être... on se fait un nom dans le milieu. Voilà. Et donc, c'est grâce à tous ces concours-là, en fait, que les gens commençaient à regarder ce que c'était que le carnet d'ordre. Au départ, j'étais tout seul. Et après, fil en aiguille,
il y a de plus en plus de personnes qui se sont mis à regarder ce type de stratégie. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, parce qu'il y en a qui pensent que c'est moi qui l'ai inventé. Moi, j'ai juste repris ce que je faisais en salle de marché. Alors, notamment. Voilà. Et après, je l'ai repris à Crescendo. Et puis après, ça a grossi la salle. On est passé à 8, après à 16. Là, on est à 25. Donc, ça a grossi parce qu'après, il y a des traders que je forme qui tradent depuis la salle parce qu'ils veulent rester dans l'environnement dans lequel ils ont appris à trader. Et puis après, il y a quand même un échange parce que rester toute la journée devant ces écrans, c'est pas le truc le plus fun si on le fait tous les jours. Partager avec d'autres traders, je pense que c'est important. Et donc, c'est comme ça que Crescendo a grossi. Donc, au départ, il y avait même pas d'objectif ça a grossi par rapport à la demande en fait des personnes qui soit souhaitaient. Alors, les locations desk, on le propose même plus à l'extérieur parce que on refuse même des locations desk pour certaines personnes qui ont fait la formation parce que j'essaie de donner la chance d'être dans la salle à des personnes qui sont déjà avancées dans leur trading et que je vais pouvoir accompagner pour passer des paliers, soit pour monter la taille, pour essayer de la faire passer de 1 lot à 10 lots, à 20 lots, à 30 lots. Et donc ce que je dis, c'est continuer l'apprentissage parce que quand ils viennent à Crescendo, on va leur expliquer le fonctionnement des produits, la stratégie, le fonctionnement des marchés, des banques centrales, comment fonctionne le carnet d'ordre, donc toute la partie en fait stratégie. Mais après, il faut appliquer. Il faut appliquer pour la mettre en pratique. Et après, c'est d'avoir une régularité et de monter sa taille. Alors, on sait que dans le trading, tu parles d'application, de persévérance, il y a une dimension psychologique. Alors cette partie-là, on la travaille avec les comptes d'évaluation sur les évals. On sait très bien que ce que tu viens de dire, entre je trade en démo, déjà de comprendre ce qu'il faut faire, les règles, avoir un plan de trading, pour résumer. Et après, c'est de mettre en pratique ce plan de trading, et après, de mettre en pratique avec la notion d'argent, en fait. Et c'est ce passage-là, en fait, où la psychologie intervient. La psychologie, elle n'intervient pas dans la compréhension de comment je vais trader. Elle intervient dès qu'on met le facteur argent. Et ce facteur argent, pendant la formation, c'est la raison pour laquelle on passe sur les comptes éval. Parce que dès qu'on passe sur les comptes évaluation, c'est si j'ai réussi mon évaluation, j'ai accès à 100 000 $ de capital. Et sur ces 100 000 $, je garde les 25 000 premiers dollars de gains et je prends 90% des résultats. Donc, c'est-à-dire le compteur des PNL de l'argent tourne. Et c'est ça qui fait que certaines personnes ont du mal avec la psychologie, c'est que ils peuvent savoir comment trader, être disciplinés, mettre un plan de trading. À partir du moment où on leur dit que maintenant, chaque prise de décision, elle va engendrer un gain ou une perte, il y en a, ils perdent leurs moyens. Et ils perdent leurs moyens et leurs compétences. À titre personnel, est-ce que tu peux nous raconter une de tes positions, un coup mémorable, tes raisons d'entrée, tes raisons de sortie, peut-être pas sur un scalp, mais peut-être sur une position un peu plus long terme. Avant, j'en faisais pas trop. Il y a eu pas un moment où j'ai complètement arrêté de prendre des positions sur du moyen. Alors, je fais pas de long terme, mais sur du moyen terme. Mais j'ai toujours fait des actions, j'ai toujours fait des options. Alors, il y a toujours des opérations. Il y a eu, pendant le Covid, c'était assez simple, c'est tous les producteurs de tests Covid. Et dans la salle de marché, on avait, alors c'était sur Novacite. Et j'avais mis toute la salle de marché sur Novacite. Et on rentre et on a une target incroyable parce que tous les jours, on apprend qu'ils augmentent les cadences de tests. Et l'action, elle prend 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Et arrivé à un moment, il y a Voleon, un fonds d'investissement américain, qui se met à shorter Novacite. Mais à ce moment-là, on ne sait pas qu'il y a un hedge fund qui commence à shorter Novacite. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et l'action n'arrive plus à monter. Ce palier, je crois que c'était à 5 euros. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on reste sur cette position. Et dans la salle, il y en a qui commencent à dire, bon, on a 50%
de perf. Est-ce qu'on sort? Et moi, je dis personne ne sort. Enfin, en tout cas, il y a encore énormément de potentiel. Et le vendredi, je vais entre midi et deux, je vais à la salle. Et alors la position, j'avais pris le vendredi dernier, parce que je m'étais tapé le week-end avec. Et moi, j'aime pas garder des positions le week-end, parce que après, je me tape toutes les news qui passent pendant le week-end. Et donc, je me tape tout le week-end avec la position. Et donc, après, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, après, ça grimpe, mais vendredi, ça bloque. Et je vois un gros vendeur sur le carnet. Et je me dis, c'est bizarre. Et tout le monde dit, bon, bah, il y en a qui voulaient clôturer, alors il y en a qui avaient clôturé. Je dis, bah, c'est dommage, parce que là, elle peut aller à 10-12 avec toutes les news qui tombent. Et en revenant de la salle de sport, je crois que j'ai trop forcé, il y a mal au dos. Et à 16h, à un moment, on était à plus 12. Et là, un gros vendeur, elle redescend à plus 6. Et je me dis, j'ai pas envie de repasser encore un week-end avec. Et je sors la position. Je sors la position vers 17h. 17h à 17h30, elle remonte à plus 12. Je me dis, putain, il y a un petit manque à gagner de 6%, c'est pas grave. De toute façon, Voléon, ils ont capé le marché. Ça va pas. Pour le moment, il y a un gros vendeur qui épuise tout le monde. Et après, je dis donc à Brice, enfin à d'autres, par contre, je veux plus en entendre parler, je veux plus voir ce qu'elle fait. Et lundi, ouverture en gap, plus 20, et elle continue comme ça jusqu'à plus 12. D'accord, clairement un gros manque à gagner. Un gros manque à gagner. Donc moi, les plus gros regrets, ça a toujours été des manques à gagner. Parce que justement, le trading, c'est fait de gains, c'est fait de pertes, c'est fait de manque à gagner. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, à contrario, d'une transaction qui t'a le plus touché et pourquoi? En fait, c'est marrant avec tout. Alors, pour tous ceux qui tradent, ils savent tous que c'est très douloureux, les pertes. Mais après coup, il n'y a plus aucune douleur. Enfin, quand là, tu me poses la question, je ne pourrais même pas te dire. Ça a toujours été des pertes de trading. À partir du moment où il y a un stop loss, ça ne va jamais être des grosses pertes. Donc, j'ai pas en tête une grosse perte parce que on a tous un stop loss. Les pertes sont maîtrisées. Voilà, les pertes, elles sont maîtrisées. Et donc on est mentalisé sur la perte avant de rentrer en position. Par contre, des manques à gagner ou des gros gains qui sont finis à zéro ou break-even, il y en a eu, oui, je me souviens sur les contrats futurs pendant la Grèce. Pendant la Grèce, s'il y a quelque chose de marquant, c'est sur le flash crash. Sur le flash crash, c'était incroyable parce que j'avais le moniteur de toutes les positions dont je bossais pour Millennial Management New York. Donc c'est un fonds qui pèse 50 milliards. Donc nous, on était sur l'entité à Paris. Et jusqu'à... le marché faisait que monter cette journée-là. Et on essayait de trouver des points short parce qu'il y avait la discussion avec la Grèce. Et on regardait sur CNBC avec Cocktail Molotov. On disait que ça sentait mauvais et qu'il allait avoir un vote contre pour la sortie de la Grèce de la zone euro. Et donc les marchés étaient un peu tendus, très volatiles. À chaque décision de sondage que la Grèce allait sortir, le marché s'effondrait. Et à chaque fois qu'on shortait, ça s'effondrait. Puis il y avait le fameux V-shape où ça remontait. Et puis à l'époque, on mettait quand même pas mal de contrats futurs. On traitait plutôt avec 100, 200, 300 lots que quand on trade en indépendant. Donc pas mal de positions, 100, 200, 300 S&P, ça perd 40, 50 ticks, tu dis ça et c'est parti. Puis après, t'as un acheteur qui arrive, short squeeze. Et à 17h30, on dit bon, ça y est, en fait, pour aujourd'hui, c'est terminé. Et là, à partir de 18h, le marché commence à chuter. Et en fait, le flash crash à 19h30. D'accord. Donc, cette journée-là, c'était incroyable parce qu'il y a eu un flash crash que j'avais jamais vu en tradant, alors qu'on avait essayé de shorter pendant toute la journée et sans avoir réussi à avoir un gros gain. Alors que s'il y avait un short qui était passé ce jour-là, le marché a perdu 10% juste après. Et le pire, c'est que je me souviens d'un trader, c'est un des plus gros traders de la salle. Il avait même fait limit down sur un short ce jour-là. Donc il avait atteint sa maximum de pertes sur un short le jour du flash crash. Donc c'était pas sa journée. Voilà. Donc et je me souviens qu'à 18h, il est limit down.
Et 3 quarts d'heure plus tard, flash crash, le marché il perd 10%. Donc oui, des anecdotes, c'est plutôt ce type de journée-là où on se dit, des fois, être short, limit down ce jour-là, c'est incroyable. Après, il y a eu le 11 septembre 2001, où pour le coup, là, j'ai été chanceux parce que j'étais short sur le marché. Et premier avion qui tape la tour, marché commence à décrocher. Et là, c'était coup de chance. Alors, j'étais débutant, je débutais dans ma carrière. Et on ne comprend pas. Alors, j'étais en pause, j'ai gardé la pause. Et puis après, le marché qui a pas ouvert aux États-Unis. Et là, c'était plutôt spectateur. Si ça devait arriver, je ne gérerais pas du tout la situation comme ça. Je crois que je mettrais la maxi sauce. Alors que là, j'ai gardé ma position et je ne savais pas trop ce qui se passait parce que j'étais short sur le marché européen. Avec 20 ans parce que c'était de tout début de ma carrière. Là, si ça devait arriver, c'était la journée incroyable. Donc, c'est ce type de journée-là qui marque. Après, les pertes, ça a toujours été des pertes contrôlées. Et donc, alors peut-être ce qui était marquant, c'est des séries de pertes. Parce que comme tu disais, dans le trading, il y a des gains et des pertes, et on peut faire des séries de pertes. C'est surtout ça qui est compliqué à gérer, mais avec le temps, on sait que ça va arriver, on sait qu'on va peut-être avoir une série de journées perdantes ou de trades perdants. Ouais. Alors, ça fait partie. On va y venir. J'aurais voulu t'interroger sur... alors, on entend souvent cette phrase-là, montre-moi comment tu trades, je te dirai qui tu es. On va revenir sur l'aspect psychologique. Comment tu harmonises ta personnalité et ton style de trading à titre personnel? Alors, la façon dont je trade, c'est la façon dont je suis dans la vie, en fait. Donc, et ça, c'est pas propre à moi, c'est propre à tous les traders. Donc, le trader ramène sa personnalité qu'il a dans la vie, dans son trading. Donc, il n'y a pas un dédoublement de personnalité. C'est-à-dire que si on n'est pas fort mentalement dans la vie, on ne va pas se transformer en monstre de mental en trading. Donc, on ramène la façon dont on fonctionne dans la vie, dans le trading. Par contre, dans le trading, si on est un peu chicken dans la vie, on peut mettre en place des choses qui vont faire qu'on va prendre un peu plus de risques, mais on ne se transforme pas en quelqu'un qui est très très fort mentalement, qui arrive à garder des très grosses positions ou qui arrive à assumer des mauvais trades en trading. Donc moi j'ai toujours eu dans la vie un tempérament où ce que je faisais en athlétisme, c'est-à-dire que quand on y pense, on se dit je vais aller courir 6 jours par semaine, je vais me blesser, je vais courir quand il pleut, et l'objectif c'est que je sois le meilleur en France, mais il y a beaucoup de gens qui courent. Donc à quel moment le cerveau il pense qu'il peut être plus fort que tout le monde? Dans le trading c'est un peu la même chose. Quand on va trader, on dit tout le monde a une souris, tout le monde voit une souris, tout le monde a un ordinateur, les informations, et on dit je vais être meilleur que les autres. Mais c'est ça, le trading c'est un esprit de compétition. C'est un esprit de compétition. Quelqu'un qui n'a pas cet esprit de compétition en disant moi je pense que je peux être meilleur que les autres, il n'arrivera pas. Et dans l'athlétisme en plus, c'est pas comme le foot l'athlétisme. C'est le meilleur de l'un qui est connu, le meilleur Ronald qui est connu, le meilleur en France, c'est pas tes centièmes, personne ne te connaît. Même tes dixièmes, personne ne te connaît. C'est-à-dire tu peux être champion de ton département et champion régional et finir 12e au championnat de France, t'es personne. Donc il y a vraiment un esprit de compétition où faut que tu fasses partie des meilleurs, des tout meilleurs. Même dans le foot, on peut gagner de l'argent en jouant à Lorient, en fait, professionnel. Donc on n'est pas obligé dans le foot, dans l'athlétisme, il faut être des meilleurs parmi les meilleurs, comme dans le trading, il faut faire partie des meilleurs pour gagner de l'argent, alors qu'il y a des activités, on n'est pas obligé de faire partie des meilleurs pour gagner de l'argent. Donc ça c'est ce que j'ai ramené de ce que je faisais dans l'athlétisme. Donc c'est ce que je dis souvent quand je forme quelqu'un, c'est
Le travail que j'ai fait pendant des années et des années sur l'athlétisme, je le retrouve dans le trading. Oui, une forte corrélation Ouais. entre le sport de haut niveau et le tous trading. les très bons traders que j'ai vus, que j'ai rencontrés, que j'ai croisés, ils ont tous fait quelque chose dans leur vie en fait. Alors que ce soit j'ai rencontré champion de France d'échecs, du sport, dans tous les domaines où il y avait quand même un dépassement de soi. Si on n'arrive pas à aller au-delà de ce qui est demandé on va dire à l'école ou dans la vie, bah, c'est dur dans le trading parce qu'il y a vraiment un dépassement de soi, des remises en question, l'acceptation des erreurs, des échecs qui se matérialisent avec des pertes. Et ça, tous les jours. Il y a le côté aussi répétition qu'on retrouve dans les activités de haut niveau ou dans des personnes qui ont monté des business. Il y a ce côté compétition. Et après, bah, avec le temps, on est moins enclin à être compétiteur parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui arrivent. Après, on essaye d'adapter son trading. Je suis beaucoup moins agressif sur le marché, pas l'agnac, mais à 25 ans, je crois que c'était 24 heures sur 24. C'était le trading, il n'y avait que ça en fait. Quand je dormais, et encore quand je dormais, je rêvais des positions des journées, mais le week-end, tout était orienté sur ça. La vie était rythmée par le trading. Voilà. Je dirais que de 20 à 25, je crois que tout était rythmé sur ça. Il n'y a même pas de... Il y avait rien... Comme quand je faisais l'athlétisme. Quand je faisais l'athlétisme, tout était rythmé sur mes entraînements, compétition, entraînement, compétition, entraînement, compétition. Et puis après, avec le temps, quand même, dans le trading, je dirais que de 25 à 30, on fait d'autres choses. Et puis après, on a plus de compétences. Donc, on voit qu'il y a d'autres stratégies qui permettent de ne pas faire 12 heures par jour. Mais de 20 à 25, c'était 12 heures, voire plus. Hein. Quand je dis 12 heures, c'est vraiment la petite journée. Alors, tu as en partie répondu à ma prochaine question. Tu as rencontré, comme tu nous l'as dit, pas mal de traders pendant ta carrière, aujourd'hui encore. Est-ce que les profils des gagnants et des perdants sont différents? Ah oui. Oui, ils sont même très marqués. Quels sont les traits de caractère? Ils sont très marqués. Bah, alors, c'est ce que je disais, les traits de caractère des gagnants. Ça va être des personnes qui ont l'habitude de prendre des décisions, d'améliorer leur prise de décision tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont omnibulés par le fait de bien faire les choses. Je dirais qu'un bon trader, qu'il ait un trade gagnant ou un trade perdant, la seule chose qui a préoccupé, c'est est-ce que j'ai pris les bonnes décisions. Tu peux être frustré, et donc notamment pour le trade de Novacite. Dans la salle, ils n'ont pas compris. J'étais blanc, je suis sorti, j'ai fait 10 fois le tour de la défense. Alors que j'avais fait une paire de dingue. Parce qu'il y avait un manque à gagner de dingue. Alors que, en soi, le trade, il est. Si je partageais ce trade-là avec quelqu'un à la défense, j'allais dire ah ouais, cette performance, tout ça, c'est très bien, vous n'êtes pas content. Parce qu'il y a toujours le côté insatisfait qui fait que on veut toujours plus, on veut toujours faire le trade parfait en fait. Et c'est ça qui va pousser tous les jours la motivation de s'améliorer, de progresser. Mais ça, ce trait de caractère, c'est le même trait de caractère qu'un bon élève à l'école, qu'un joueur d'échecs, que quelqu'un qui fait un sport et qui veut être le meilleur dans son sport, qui fait de la voile, qui fait un business ou qui écrit un livre et qui relit à chaque fois ses pages et qui trouve que c'est pas assez bien, qui veut changer un mot. Donc c'est le côté perfectionniste en fait, qui fait que on progresse et on sait que ça passe par des phases où ça marche bien, les phases où ça marche moins bien, il faut corriger. Ça, c'est vraiment les traits de caractère de ceux qui réussissent. Et ceux qui réussissent pas, c'est l'inverse. C'est-à-dire, je veux pas bosser, je veux rien corriger, je veux refaire les mêmes erreurs tout le temps, et peut-être qu'un jour, même en faisant ces erreurs, ça va marcher.
Mais c'est des opposés. C'est-à-dire que tu te poses avec quelqu'un qui perd, tu lui dis mais ça, tu le fais tout le temps, cette erreur-là. Ouais. Et tu vas arrêter de le faire. Déjà il doute. Après quand il l'a refait, il trouvera toujours une excuse pourquoi il l'a fait. Et il est incapable de dire je vais arrêter de faire ça. Un peu comme les joueurs compulsifs au casino, où ils perdent, après ils disent ouais, je vais arrêter. Ils vont voir le casino, il dit bon, vous m'interdisez de rentrer dans le casino, et le mec il vient avec une perruque, avec un chapeau pour rentrer en fait. Alors que le mec il est conscient que s'il rentre dans le casino, il va perdre. C'est même lui qui demande l'interdiction de rentrer. Dans le trading c'est un peu la même chose. Il y en a, ils voient le trading comme un jeu, et donc en fait ils jouent. Donc c'est juste qu'ils se trompent. Donc je pense que ceux qui perdent, alors après il y en a qui n'ont pas des aptitudes, c'est-à-dire que c'est pas fait pour eux. C'est un peu comme si un mec il est jockey, il fait 1m50, il pèse 10 kilos, il veut faire de la NBA. S'il a les probabilités qu'il réussisse, elles sont proches de zéro. Donc là, lui, même s'il est discipliné, le pauvre, il n'y arrivera pas. Donc, j'enlève ceux qui n'ont pas les aptitudes, parce que eux, ils peuvent pas. Et pareil, un mec qui est chez Shaquille O'Neal, 2m50, il pèse 200 kg, il veut faire du galop, on dit arrête, on va trouver un cheval. Non, chacun, tout le monde est bon pour faire quelque chose. Et là, trouver sa zone de génie. Exactement. Michael Jordan qui voulait faire du baseball, meilleur joueur de basket, il dit non, mon rêve c'est de faire du baseball, il arrête alors qu'il est champion du monde, meilleur joueur, il va faire du baseball, il n'arrive pas à être pro. Donc on aurait pu dire, Michael Jordan il n'est pas bon en sport, il n'est pas capable de faire du baseball. Non, il n'est pas capable de faire du baseball, mais s'il fait du basket, c'est le meilleur joueur au monde. Donc dans le trading c'est un peu la même chose, est-ce qu'on est fait pour faire du trading, et même dans le trading, est-ce qu'on est fait pour faire cette stratégie et pas une autre, est-ce qu'on est fait pour trader ce produit-là et pas un autre. Donc c'est tout ce travail-là aussi dans les traders qui réussissent, c'est qu'ils arrivent à détecter, travail de recherche, quel est mon type de trading, quel est le type de produit que j'aime bien trader. Donc ce qu'il faut, c'est il y a beaucoup de travail en fait, que ce soit personnellement, de la mise en pratique, après de monitorer son trading. Quand par exemple quelqu'un vient à Crescendo, il y a beaucoup de travail sur le monitoring des trades. Tous les soirs, ils envoient leur trade. Tous les soirs, ils doivent monitorer chaque trade gagnant, trade perdant, prix d'entrée, prix de sortie. Est-ce que la zone d'intervention a été respectée, le prix d'entrée a été respecté, pour quelles raisons, pour chaque trade. Donc maintenant, on a même un fichier qu'ils doivent nous envoyer pour toutes les opérations qu'ils font, pour qu'il y ait cette analyse-là. Donc, et ça, malheureusement, ça, on ne le retrouve pas chez les traders qui perdent. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils ouvrent une plateforme, ils tradent, ils perdent, ils ferment la plateforme, ils reviennent le lendemain, ils ouvrent la plateforme, ils tradent, ils perdent, ils ferment la plateforme, et ils font ça continuellement. Ça, en fait, il n'y a pas il y a pas d'issue. Donc, c'est soit par méconnaissance, soit parce qu'ils n'ont pas les aptitudes pour faire du trading, et puis il y en a, ils ont les deux. Donc, en tout cas, c'est assez marqué. Ok, super intéressant. Alors, on va arriver au terme de cette interview. On a une dernière question pour toi, et on te laissera pour le coup le mot de la fin. Savoir si tu as des conseils pour un trader en général, quelqu'un qui débute, ou tout à l'heure tu nous parlais, alors on va prendre pour une personne qui a les aptitudes, une personne qui persévère, une personne qui fait le travail, mais qui a une série de pertes, qui connaît une série de pertes. Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, il n'y a pas un trader qui n'a pas une série de pertes. Donc ce que moi je recommande à chaque fois, c'est on a aussi des périodes, des périodes fastes où on a des bonnes séries. Donc dans ces périodes où on a des bonnes séries, c'est toujours de mettre le curseur, de revenir à la moyenne en termes d'émotion. Quand on a des très bonnes journées, c'est de dire ok, j'ai juste fait mon boulot. Et de la même manière, quand on a des mauvaises séries, c'est de mettre le curseur, ça arrive à tout le monde. Avec avant un travail sur quelles sont les erreurs que j'ai faites qui ont fait que j'ai une perte. Mais une fois ce travail fait, c'est terminé. Ça sert à rien de ruminer ou de passer toute la nuit à essayer de comprendre. Non, il y a un travail qui est fait. J'analyse mes trades.
Quand j'ai des très bonnes journées, ben, j'en fais pas tout un pataquès. Et quand j'ai fait ce travail d'analyse sur mes trades perdants, j'ai appris quelque chose de nouveau que je connaissais pas, ou alors que je connaissais mais que j'ai pas encore identifié pourquoi je le répétais. Et en tout cas, le travail à partir de demain, ça va être de ne pas refaire cette erreur-là. Donc c'est toujours, ok, ben, sur ces mauvaises journées, c'est qu'est-ce que je dois identifier, qu'est-ce que je fais mal, et sur quel point je vais devoir travailler pour les prochaines journées. Donc ça te met un axe de travail pour les prochains, alors si c'est sur la journée, pour les prochains jours ou pour les prochaines semaines. Et donc tout de suite, tu repars dans le travail en fait. Et, ok, j'ai identifié que là, j'ai mal géré cette période de volatilité. Et ben, j'ai hâte de revoir une autre période de volatilité comme celle-là pour voir comment je vais le gérer. Donc tout de suite, on repart dans l'optique de je repars travailler, je reste pas sur le PNL. La déception, c'est on a mal géré le trade, on a l'impression qu'on a pris les mauvaises décisions. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que à partir du moment où on a coupé sa perte et qu'on n'a pas atteint on n'a pas dépassé son stop loss, en réalité, on a le droit de faire des trades perdants. Donc ça reste dans la limite de perte autorisée. Et donc, j'ai hâte de me retrouver dans la même situation et de voir si j'ai compris l'erreur. Et donc, on se met dans une optique de travail. Un peu comme Mbappé, quand on avait la période de la Coupe du Monde. Il est parti en courant au stade d'entraînement du PSG pour s'entraîner. Et ben là, pareil, un trader, il a une mauvaise journée, faut qu'il reparte dans l'optique. Bon, demain, la journée, elle va redémarrer. Quelle erreur j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien compris l'erreur? Parce que quand on travaille, le cerveau, il passe à autre chose. Donc, ce que je recommande, c'est ce qui est dur dans le trading. Tout le reste, c'est facile, passer des ordres, faire des journées gagnantes. Ce qui est dur, c'est toutes ces parties-là. La partie, même la partie préparation de la journée, les mauvaises journées d'analyse, c'est la partie qu'on aime tous le moins faire. En tout cas, ce que je recommande, c'est d'avoir un suivi. Ça, c'est ce que ne font pas beaucoup de particuliers. C'est-à-dire que un fichier Excel avec toutes les journées, tous les trades passés, toutes les configurations de marché, avec des fichiers avec des journées sur les CPI et PPI, les journées de chiffre d'emploi américain, des journées avec faire des captures écran, et d'essayer de tout monitorer et après de bien définir son profil de trading, de voir ses points forts, ses points faibles, sur quelle configuration de marché on est plus à gagner l'argent. Et puis après, une fois qu'on arrive à définir vraiment son profil de trading et savoir exactement sur quel marché, sur quelle configuration de marché, alors après ça va même plus loin, par exemple Darunex ou toutes les sociétés qui donnent du capital, elles font des notations même sur les journées, quelles sont les journées les plus profitables, quelles sont les journées où on a un peu plus de mal, où on fait plus de trading. Donc mieux on maîtrise la façon dont on intervient, et mieux après on maîtrise la façon dont on va intervenir sur le marché. Donc c'est un travail sur soi en fait. Donc ça sert à rien de passer plein de temps sur les indicateurs, sur qu'est-ce que fait le marché. Le marché de toute façon, c'est pas ça le problème. C'est comment nous on intervient. Donc et ça sert à rien de passer du temps à regarder comment le voisin il trade. Dans le meilleur des cas, si vous passez 10 000 heures à regarder comment le voisin il trade, vous saurez très très bien comment il trade. Mais c'est juste ça. Se concentrer sur. Par contre, on n'aura pas commencé. Tu regardes 10 000 heures comment un mec il joue au foot, tu sais très très bien comment il joue. Ton niveau à toi, il est à 0. Ouais. Un débutant, il a le même niveau que toi. Donc le trading, c'est pareil. Il y en a, ils passent du temps à regarder comment les autres ils tradent, mais ça ne te fait pas progresser. Ce qu'il faut, c'est progresser sur soi, pas sur. Ou alors après, comme tu connais très très bien comment cette personne elle trade, peut-être tu peux l'aider à encore s'améliorer. Mais toi, tu n'as pas avancé d'un mètre. Donc, ce qu'il faut, c'est se revenir sur soi et d'avoir un travail, alors qui est long. Si je dois donner un conseil, c'est le trading. On peut apprendre très rapidement comment il faut travailler, mais après, ça met du temps pour le mettre en pratique. C'est un peu comme le poker. Apprendre les règles, c'est 1 heure. En 1 heure, on explique les différentes mains. Mais après, il faut des mois et des années pour devenir un expert. C'est pareil, le trading, alors c'est un peu plus long que le poker pour connaître en fait comment tout fonctionne.
sur les produits, les marchés, les stratégies, la plateforme, la gestion du risque. Tout ça, il faut tout maîtriser. Et après, c'est en pratiquant, en mettant en pratique ça tous les jours, que là, on va progresser. Donc, ça ne sert à rien de te donner des objectifs irréalisables. Là, je veux commencer le trading et puis après, je veux gagner plein d'argent à court terme. Parce que c'est sur la durée. Donc, le premier article où je suis passé dans la vie financière, c'était en 98. Donc après, c'est sûr que quand il y en a qui viennent en formation et que je leur dis attention, là, il va y avoir un V-shape sur ce chiffre-là, ils vont sortir tout le monde et ça va partir à la baisse. Je dis, il y en a qui sont là depuis une semaine et ils me disent mais comment t'as su ça? Ouais, mais parce que je l'ai déjà vu, pas une fois, j'ai peut-être déjà vu 100 fois. Et l'expérience. Donc voilà, c'est l'expérience. Mais ça, l'expérience, il faut avoir. Il y a un temps incompressible qui permet d'avoir une expérience. Et de la même manière que quelqu'un qui a fait son activité depuis 20 ans, qui pendant tous les jours fait la même chose depuis 20 ans, moi, si j'arrive dans son activité, je ne vais pas avoir son recul, son expertise. Donc, il ne faut pas se comparer et dire je veux faire la même chose que cette personne-là. Ou alors, elle est tellement douée qu'elle arrive à assimiler tout ce que j'ai vu en 20 ans, en une semaine. Donc, il faut y aller étape par étape et valider les choses petit à petit, en fait. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la déception, de la frustration, avoir le sentiment que ça avance pas. C'est pas ça. C'est ça. Une personne peut très bien avancer sur une semaine, alors qu'elle a l'impression qu'elle comprend rien. Il dit, mais non, mais à ton niveau d'avancer, ça fait une semaine que tu fais du trading que tu n'avais jamais fait avant, oui, t'es bon, mais si on regarde maintenant par rapport à une personne qui a 20 ans d'expérience, t'es mauvais, parce que c'est normal que tu sois pas encore expérimenté, tu as une semaine. Et des fois, je suis étonné, des personnes, j'aurais fait trading, après au bout d'une semaine, ils disent, mais pourquoi je suis pas, ça y est, j'arrive pas à gagner plein d'argent? Il y a un problème. Donc, il faut se donner du temps, et surtout, il faut que chaque journée passée, elle soit profitable dans l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait appris quelque chose. C'est ce que je répète tous les jours. Je dis, chaque jour, il faut que vous rentrez chez vous, vous avez appris quelque chose sur le marché, sur vous, sur la gestion du risque, sur votre gestion du risque, sur votre point d'entrée, point de sortie. Là tu as amorti ta journée. Là, tu peux rentrer chez toi tranquille. Mais si tu viens et que tu n'as rien appris, donc des fois, il y a des journées qui sont très très simples, je dis, malheureusement, tu as été content, tu as fait une bonne journée, mais là, il y a un point d'entrée, point de sortie, gestion du risque, tout était facile. Toi, tu es content parce que tu as fait un bon résultat, mais quand tu démarres, il vaut mieux que tu règles tous les paramètres de ton trading. Le PNL viendra après. Donc, ça met du temps, il y a beaucoup de travail. Et donc, c'est tout l'image inverse qui est véhiculée par les médias, les réseaux sociaux. Et malheureusement, il y en a, ils en font la meilleure expérience parce qu'ils ont l'impression qu'en claquant des doigts ou en mettant une plateforme sur un smartphone, ils vont devenir traders. C'est quand même quelque chose où c'est très concurrentiel, ça met du temps. Et de la même manière que les sportifs de haut niveau, quand ils démarrent un sport, ils ne se disent pas « je vais être sportif en une semaine ». Ceux qui ont démarré dans le trading, ils ne se sont pas dit ça et c'est pour ça qu'ils ont réussi. Ceux qui souffrent et qui ont l'impression de ne pas avancer, généralement, c'est parce qu'ils ont un time frame qui est pas bon, en fait. Donc, et il y en a qui n'ont pas compris qu'il fallait bosser, en fait. Donc, soit c'est mon horizon de temps de réussite était en quelques jours, je veux être trader et c'est impossible, ou alors je veux pas bosser, je veux réussir. Ces deux perspectives-là, ça crée la frustration, l'énervement, l'incompréhension. Pour le reste, ceux qui ils ont compris que c'était quelque chose qui était sur la durée et qu'il fallait travailler, eux, je leur souhaite de réussir parce que ils vont réussir s'ils se donnent les moyens et s'ils ont les aptitudes pour le faire. Ça marche. Et merci, c'était très intéressant. Ouais. On arrive au terme de cette interview. Merci Tarek El Mari. Ouais, merci pour le et une prochaine. Pour le partage et puis à bientôt.